J'ai envie d'être mon propre patron, ça c'est sûr. De se payer, ouais, c'est pas facile. Je travaille beaucoup, mais quand je veux. Le salariat ne permettrait pas de faire toutes ces choses-là. Mais bien choisir ses associés, bien s'entourer, c'est même mieux parfois d'échouer. Il faut pas se dire les gens viendront à moi. En tout cas, la vie de famille n'est pas incompatible avec la vie d'entrepreneur. Salut Prosmonautes, bienvenue à bord de cette nouvelle exploration. Son objectif, il est clair, t'inspirer à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes pour enfin oser le projet qui te ressemble. Pour ça, on va parler de déclic, on va parler de reconversion, d'élan, et on va surtout parler de comment passer à l'action tout en restant aligné avec toi-même. Chaque épisode sera comme une escale vers plus de clarté, vers plus de sens, mais ce sera surtout une escale vers plus de toi. Alors, enfile ta combinaison et viens explorer le Prosmos avec nous. Bon, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Florian. Exactement. Bonjour Florian. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Impeccable, merci. Qu'est-ce qui t'a, avant de commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter mon invitation sur le podcast ? C'est-à-dire que je suis de plus en plus présent sur LinkedIn maintenant. J'apprends à me marketer, on va dire, un peu plus, ce que je faisais pas du tout avant. Et donc, en étant plus attentif, je m'aperçois qu'aussi, il faut être aussi plus visible. Et si ça peut me permettre d'apporter ma propre visibilité, ma propre expérience à d'autres gens qui en ont peut-être besoin, je pense que c'est tout bénef, quoi. Oui, c'est gagnant-gagnant. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots, savoir qui tu es, ce que tu fais ? Aujourd'hui, je me définis comme un multitâche, c'est-à-dire que j'entreprends dans le vin, quasi exclusivement. Après, j'ai plusieurs cordes à mon arc au sein de mon activité. J'ai des boutiques de vin, j'ai fait de la restauration bar à vin et j'enseigne aussi maintenant depuis 2 ans dans une école de commerce principalement, qui est l'INSEC. Et je m'occupe d'enseigner toutes diverses matières autour de l'industrie du vin aux étudiants en M1 et en M2. Je fais aussi pas mal de cours d'œnologie, d'ateliers d'œnologie, souvent à destination d'entreprises, de CE ou de clubs d'œnologie qui se forment dans certaines entreprises. Et on démarre aussi un petit peu de l'export. Là, pour l'instant, on essaie de démarrer doucement avec le Japon comme premier pays. Pas mal de choses, mais principalement ciblées sur l'industrie du vin. Et pour info, pourquoi le Japon ? C'est venu comme ça ou tu as un contact là-bas ? Alors c'est venu par passion pour le Japon. Okay. On y est allé avec ma femme. J'ai toujours été attiré par cette culture. Et puis au cours de mes pérégrinations professionnelles, j'ai rencontré des Japonais. Et voilà, on s'est liés d'amitié professionnellement parlant. Et on a voulu entamer quelque chose. Donc pour l'instant, c'est que le début. On présente là pour le moment que des champenois. On cible un peu cette région-là pour diverses raisons qui font que le Japon est très axé sur ce type de produit. Ils aiment l'excellence, la technicité, donc le champagne représente assez bien ces valeurs-là pour le moment, quoi. Je vois bien, moi je viens de Reims. Oui, voilà. Je vois bien quand tu parles de champagne. Exactement. Ok, écoute, merci pour cette présentation rapide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien démarrer le podcast par une question clé. Pour avoir ta vision et ta position là-dessus, je te la pose. Comment la vision que tu avais de l'entrepreneuriat a-t-elle évolué entre le moment où tu étais dans le salariat, parce que tu as commencé salarié, tes débuts dans l'entrepreneuriat, et maintenant que tu as un peu plus de bouteilles ? Alors, moi, j'ai commencé un salariat un peu particulier, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé en France. J'ai pratiquement jamais travaillé en CDI en France, à proprement parler. J'ai commencé à travailler aux États-Unis. Donc, sous visa, donc c'est du CDD local américain. Donc, j'ai toujours travaillé, moi, avec un objectif déterminé dans le temps au sein d'une entreprise. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi évoluer, moi, doucement et assez rapidement, vers l'envie d'être entrepreneur, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser mon destin d'une certaine manière et de me dire, j'ai pas envie que ce soit une entreprise qui me dise, voilà, on peut te prendre que pour 2 ans, que pour 4 ans. Pareil, quand je suis rentré en France, c'était assez défini. Et je pense que doucement, je me suis aperçu que j'ai un tempérament où j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, j'ai envie de dire bêtement et hiérarchiquement, là où parfois c'est pas forcément justifié. Donc j'ai envie d'être mon propre patron, ça c'est sûr. Je savais que ça va être compliqué. Les gens ont souvent l'image d'un patron qui gagne beaucoup d'argent. Au début, quand on est entrepreneur, c'est compliqué de se faire un salaire, déjà de se payer. De se payer, c'est pas facile. Heureusement que moi j'avais ma femme qui était là pour m'épauler. Une famille aussi, mais c'est surtout ma femme qui tenait un peu la baraque financièrement au début. Donc ça, je la remercie. On a toujours eu
on va dire, cet esprit entrepreneurial dans la famille. Mon père a toujours été à son compte. D'une certaine manière, il était kinésithérapeute, il avait son cabinet, mais il a toujours travaillé pour lui-même. Moi, cet exemple-là à la maison, et je pense que la graine a germé assez facilement, et je me suis aussi embringué dans cette voie-là. Voilà. Donc, ma vision, moi, du travail, c'est une vision où j'ai envie de travailler quand je veux. Je travaille beaucoup, mais quand je veux. Et voilà. Pour ce qui te plaît. Et pour ce qui me plaît, et pour des gens qui me plaisent. Et aujourd'hui, je diversifie cette activité, comme je l'ai dit juste avant, parce que voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Et je pense que le salariat, dans une entreprise définie, me permettrait pas de faire toutes ces choses-là aussi souvent que je veuille le faire, et aussi librement que je veuille le faire. T'as pas envie d'être dans un carcan ou dans un dans un étau? Bien sûr, après, on va pas se leurrer, on prend toujours les ordres de quelqu'un à un moment donné, quoi qu'il arrive, que ce soit des investisseurs, que ce soit des clients, que ce soit l'économie ou la situation d'une société. Quand j'ai eu mon premier établissement, c'était le bar à vin, on a eu le Covid. Oui, t'as ouvert 1 an, c'est ça? Un an. Année avant le Covid. Un an tout pile. Bah là, en fait, on s'aperçoit que même entrepreneur, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Et qu'on est, au bout d'un moment, on est bloqué par une situation qui est soit exogène et qui nous échappe, ou soit endogène quand ça vient de son propre business ou son propre environnement. Mais voilà, on n'est jamais libre à 100%. Mais je pense que l'entrepreneuriat a une certaine forme de liberté et qu'on peut, j'ai l'impression, plus maîtriser qu'un salariat classique. La liberté vient avec son lot de responsabilités, forcément. Mais ça, en tout cas, responsabilité, c'est sûr. Et surtout, l'eau de risque, on prend énormément de risques. Et je juge pas ceux qui ne veulent pas en prendre. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde n'a pas l'envie de le faire. Mais on supporte des risques que d'autres ne supportent pas. Et ça fait partie de l'aventure, quoi. Ouais. Un peu ça fait partie des revers de la médaille. Cette liberté. Non, mais puis ça forge un caractère et une carrière surtout. Hein. Et du coup, est-ce que ça a évolué entre le moment où, juste avant que tu te lances, tu te faisais peut-être une vision de ce que c'était d'être entrepreneur, et quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'es dit, ok, ça correspond à ce que je visualisais, ou en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait tant de choses à gérer, tant de risques. Ouais, je veux pas dégoûter tout le monde, mais on s'aperçoit vite qu'il y a quand même énormément de choses qui nous échappent de prime abord parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on n'est pas dedans. Tant qu'on n'est pas dedans, on s'aperçoit pas qu'il y a une montagne de travail à faire qui est assez importante. Mais ça fait partie je trouve que ça fait partie du charme de l'entrepreneuriat. Voilà, on touche à tout. On fait de la RH, on fait de la compta, on fait du bizdev, on fait de la stratégie, on fait de la com. Alors évidemment, on peut toujours passer par des intermédiaires qui peuvent le faire à notre place, mais on lâche jamais à 100% ce genre de choses. Donc on touche à tout. Surtout au début, quand t'as pas trop de moyens. Ouais, surtout au début, mais j'ai envie de dire même tout au long de l'activité entrepreneuriale, on touche à tout. On touche à tout, et il y a personne pour nous soutenir en fait derrière. C'est-à-dire qu'on fait tout, on fait des erreurs, et les erreurs, on en paye le prix parfois tout seul. C'est vrai qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Alors, qui peut être un peu atténué si tu as des associés. C'est ça. Moi, je sais que j'en ai 2 sur un business, mais c'est vrai que tu vois la différence quand on a et quand on n'a pas, je trouve. Ouais, moi, c'est vrai que là, je vais pas dire que c'est mon erreur au départ, mais bon, voilà, on était parti avec un associé, et c'est sûr que si au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous sépare, que ce soit au niveau de la philosophie de l'entrepreneuriat qui évolue, hein, chacun de son côté, on évolue vis-à-vis de ça, ou de la manière de faire les choses, on peut vite arriver dans une impasse. Et là, ça peut vite être compliqué, quoi. Moi, à un moment donné, oui, je me suis dit, on n'a plus du tout la même vision des choses, on se marche sur les pieds. Le but, c'est pas non plus qu'on se fâche parce que, voilà, ce serait un peu du gâchis, mais bien choisir ses associés, bien s'entourer, ça peut largement faciliter les choses, et ça peut aussi être des sources d'appui et de soutien, quoi. Donc, moi, on m'avait toujours dit, t'associes pas avec des potes. Donc, c'est ce que j'avais pas fait au départ. Je m'étais associé avec une connaissance de travail. Mais au final, je pense que c'est mieux de faire avec des potes. Tu l'as fait après, avec un pote? Aujourd'hui, maintenant, on est 3 potes, enfin, on est 4, dont 3 potes, qui eux sont pas forcément dans le métier, mais qui adorent l'univers du vin et qui voulaient me soutenir dans ce projet-là. Et je trouve que les discussions sont plus faciles.
On se dit les choses plus connais facilement. mieux. Ouais. Après, peut-être, oui, aujourd'hui, je me connais mieux maintenant, mais on se dit les choses plus facilement. Voilà. Moi, je trouve que si j'avais un conseil à donner, prendre des associés dont on est assez proche. Et c'est vrai que l'associé, même si tu peux être en couple avec, si t'es un mari, si t'es une femme, des parents, etc., c'est pas la même chose de partager tes galères d'entrepreneur avec ta famille ou tes proches versus avec tes associés, parce que eux sont pas directement dedans, donc n'ont pas bien forcément sûr, ta situation ou la même compréhension. Oui, bien sûr, des associés. C'est ça. Mais après, je peux comprendre que les gens nous disent oui, il faut pas mélanger le travail avec les sentiments, toujours. Après, on est tous blindés, hein, c'est-à-dire avec les avocats, les contrats, tout ça, les statuts, chacun connaît son rôle, chacun connaît ses devoirs, chacun connaît ses droits. Tout est franc et tout est transparent dès le début. Donc, s'il y a des sentiments qui sont mêlés, ils seront de toute manière gérés par un cadre légal et contractuel qui empêchera que quelqu'un se sente trahi ou quoi que ce soit. Moi, je trouve, après, c'est mon expérience, c'est ma sensibilité. Je trouve qu'aujourd'hui, être associé avec des gens dont on est proche, et que ce soit pas un simple associé, on va dire, statutaire ou professionnel, moi, en tout cas, c'est ma préférence de ce côté-là. Et c'est même ce cadre réglementaire, il est même sain. En fait, je trouve, c'est même un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est que même si le fait de s'associer alors dans ton conseil avec des gens dont on connaît, dont on est assez proche, on pourrait se dire, je le connais, je lui fais confiance. Il n'y a pas de sujet, mais quoi qu'il arrive, il faut écrire les choses tout est sur papier. Blanc. Parce que quand ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est quand ça ne va pas que... Exactement. Que là, non, mais c'est pas parce que c'est des amis, justement, ou des gens proches, qu'on se blinde pas. C'est tout le contraire. Comme ça, voilà, on a des bases saines, on peut travailler sans arrière-pensée, sans méfiance. Et c'est là où je trouve que la beauté de travailler avec des amis, ou en tout cas des associés dont on est proche, c'est que justement on va avoir cette proximité qui va nous aider, je trouve, à dire les choses plus facilement, à aller plus dans le détail, plus dans la profondeur, sans essayer de cacher les choses, sans avoir un ressenti ou voilà. Entre potes, on se dit les choses et même comme en famille, quoi. Que ça plaise ou ça plaise pas. On sait très bien que le lendemain voilà. Moi, j'ai eu du mal avec mon ex-associé justement à dire les choses parce que par peur de froisser, par peur de se dire en fait il peut se barrer du jour au lendemain parce que voilà, on se comprend plus. Avec un ami, je trouve ça c'est différent. Tu peux mieux communiquer, être peut-être plus transparent, plus sereinement, plus honnêtement. Ça dépend des gens, je pense, mais c'est propre à chacun. Mais a priori, c'est propre à chacun. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience où j'ai eu les deux, j'ai aujourd'hui les deux cas. Je préfère le second cas qui est celui actuel. Top, on est parti directement sur la suite et c'est super, c'était fluide, mais juste pour resituer un peu, donner du contexte aux gens qui nous écoutent et bien comprendre d'où tu viens et là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours pour comprendre justement ton début, où est-ce que tu as grandi, les écoles que tu as fait, les études que tu as pu faire et ce qui t'a mené aujourd'hui à l'entrepreneuriat? Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement, primaire, collège, lycée, le même, lycée privé. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, ça apporte un certain cadre, qu'on le veuille ou non. Mais ça m'a pas forcément empêché d'être perdu à la fin du lycée. C'est-à-dire que je voyais tous mes camarades préparer les dossiers de prépa, que ce soit des prépas commerce, des prépas médecine, peu importe. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, vraiment. Donc, dans ce cas-là, comme 95% de mes collègues perdus, on fait une fac de droit. Ouais. Voilà. Parce qu'on se dit que le droit mène à tout et en même temps, l'expérience me conforte dans cette idée-là. Donc, j'ai fait la fac de droit d'Assas. Okay. Je suis allé jusqu'à ma licence et jusqu'au Master 1 aussi. Et en Master 1, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas du tout le chemin que je voulais prendre pour ma vie professionnelle. Et j'avais dans un coin de ma tête cette idée que le vin, la gastronomie me plaisait beaucoup. Avec du recul, je m'étais dit j'aurais beaucoup aimé être cuistot, chef, faire une école de cuisine, faire une école de pâtisserie, tout ce qui touchait à la nourriture. Et avec le recul, faire de la sommellerie, j'aurais aimé faire ce genre d'établissement comme on peut avoir à Médéric à Paris. Et donc du coup, j'ai switché, je me suis dit je vais voir ce qui peut me permettre d'aller dans cette voie-là, tout en restant dans une voie, on va dire, classique. Donc j'ai fait une école de commerce où il y avait un master
Spécialisé vin. Pas spécialisé, mais il y avait comme une bonne partie, en tout cas certains cours qui étaient axés là-dessus. Et donc, je suis rentré à l'ISC Paris, à Levallois. Ouais, pareil, on a fait la même école. Qui est à Levallois-Perret, en admission parallèle, c'est-à-dire que je suis rentré directement en M1. Donc, j'ai sauté les 2 années de prépa plus la première année. Ouais. Voilà, donc j'ai suivi le cursus classique de l'étudiant en école de commerce qui bosse, qui en fait pas beaucoup plus. Qui profite aussi. Qui profite aussi, voilà. Tu commençais peut-être déjà à t'exercer, à aller goûter le vin. J'étais dans une asso vin, justement, l'asso vin et spiritueux de l'école. J'étais pas au BDS, même si je faisais le rugby à l'école. Et du coup, à un moment donné, vers la fin du M2, pareil, je savais que je ne voulais pas travailler en France. J'avais ce sentiment en moi que je voulais faire autre chose avant, que je voulais faire l'expérience d'une autre culture, d'autres choses. Et donc, j'ai demandé à mon prof de marketing du vin, justement, Guillaume Puzeau, que je remercie grandement. Je pense pas qu'il le saura. Mais je lui ai dit, voilà, j'aimerais partir aux États-Unis et j'aimerais travailler, en tout cas, en stage ou en visa local dans une boîte qui fait soit du marketing du vin, soit de l'importation, ce genre de choses. Et lui m'a donné le nom de deux sociétés qu'il connaissait. J'ai envoyé un CV, j'ai eu un retour, j'ai fait un entretien et j'ai été pris. Ah, super. Donc ça a été du 100%. Je pense beaucoup de chance, mais j'ai envoyé peut-être au bon moment. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé à New York à l'été 2012 en tant que stagiaire. Et à la fin de mon stage, donc la fin de la première année de mon stage, je suis allé voir l'entreprise et je leur ai dit voilà, je veux rester, je veux aller plus loin dans ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit bah écoutez, c'est pas compliqué, tu ramènes un client, on te prend pour 2 ans de plus. D'accord, ok. Voilà, le deal était clair. Ça t'apporte une affaire pour mériter ta place dans l'entreprise. En gros, pour payer ton visa, quoi. Pour payer ton visa local. Parce que là-bas, c'est eux qui te payent ton visa. Exactement, ouais. L'entreprise, ça coûte cher, hein, donc il faut qu'ils aient un intérêt. Et bah, du coup, j'ai planché pendant tout l'été. Donc, l'été 2013, donc juillet-août, j'ai fait une propale pour les vins de Corse, parce que moi, je suis d'origine corse. Donc, je suis allé chercher l'interprofession des vins de Corse. Je suis allé à Bastia. On a pris la voiture d'Ajaccio avec mes parents. On est allé à Bastia. J'ai fait mon pitch. Ils m'ont rappelé une semaine plus tard. Ils m'ont dit c'est bon, on signe avec toi. Et c'est comme ça que j'ai gagné ma place, 2 ans de plus à New York jusqu'à fin 2014, début 2015. Et puis ensuite, comme j'avais fait mon trou, ils m'ont proposé un VIE à Montréal. Après, même boîte, de l'agence de Montréal, et j'ai entamé mon VIE à Montréal. Et du coup, quand tu arrives à New York, tu es déjà bilingue? J'avais un très bon niveau d'anglais scolaire. Ça, j'avais fait SP anglais, tout ça, j'adorais l'anglais, mais je me suis vite aperçu que c'était pas le niveau attendu. Bah, c'est pas le niveau. Ça suffisait pas. Ouais, voilà, déjà, c'était pas le niveau technique était pas là pour le travail de tous les jours. Et je me souviendrai de mon premier appel téléphonique professionnel, c'était avec un Texan. C'était très compliqué. Donc sacré accent. Ouais, la manière dont j'ai pu m'en tirer, c'est que je lui ai dit, écoutez, c'est très bien, l'appel était top. Résumez-moi ça dans un email et je vous répondrai. Quand j'ai vu l'email, j'étais ça, j'avais pas compris du tout ce qu'il m'avait dit. Donc, voilà. C'est important de trouver des petites techniques. Ouais. Mais je me suis sorti très seul pendant cet appel-là. Mais bon, au moins c'était formateur. C'était le baptême du feu des. Exactement. Puis les Américains, eux, ils veulent de l'efficacité. C'est pas la même culture aussi du travail français. Et c'est ça qui m'avait intéressé à partir aux États-Unis, en tout cas à partir ailleurs, c'est d'avoir une autre culture du travail, voir ce qui se faisait ailleurs. Parce que je savais que de toute manière, j'allais en tout cas faire ma vie professionnelle en France, c'était mon envie, mais pas tout de suite. Et tu dirais que la différence, c'est que eux, même si tu n'as pas 100% des compétences tout de suite, c'est pas grave à partir du moment où tu les acquiers de ton côté très vite. Exactement. Et que tu sais répondre aux objectifs. Exactement. Et je me souviens quand je suis arrivé à New York, on était donc 2 stagiaires, sans nous le dire, un peu en concurrence. Elle venait de l'ESSEC, elle a fait 2 semaines et moi j'ai duré 3 ans. Tu t'es donné les moyens de... Voilà, donc sur le papier, sur le CV, elle avait évidemment un meilleur CV que moi, une meilleure école, mais après en pratique, voilà, les choses sont... C'est vrai que les Américains sont différents là-dessus, ils jugent sur les faits. Évidemment qu'ils vont voir s'il y avait eu Harvard ou autre chose sur son CV, peut-être que j'aurais jamais été pris, mais voilà, ça s'est fait comme ça, et en effet, au bout d'un an, le stagiaire, on lui demande de ramener un client pour gagner sa place, quoi. Donc, il place une importance beaucoup plus grande dans le mérite. Ouais, et puis je pense que c'est la première étape dans mon esprit qui m'a dit, voilà, quand tu bosses, j'ai bossé de mon côté, j'ai bossé tout seul pour faire quand tu vas bosser pour aller chercher, pour atteindre tes objectifs,
et que tu y arrives. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je me dis, je peux le faire tout seul, en fait. Je peux le faire pour moi, pour mon compte. Et c'est vraiment, honnêtement, quand le président d'Interprofession des Vins Corses me rappelle, et il me dit, c'est bon, on te fait confiance. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est déjà un premier déclic. Ouais, il n'a pas appelé l'entreprise, il m'a appelé moi. Et ça, c'était vraiment un déclic, je trouve, dans ma tête, en me disant, voilà, en fait, tout seul, tu peux y arriver. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quoi. Donc, si tu crois en toi, tu peux y arriver. Ouais, et puis, après, c'était loin d'être... j'étais loin d'être un entrepreneur à l'époque, mais voilà, il y avait quand même quelque chose qui me disait qu'on peut le faire, quoi. Donc, tu finis ton VIE à Montréal. Je finis mon VIE à Montréal, je rentre à Paris sans rien. J'ai juste démissionné. J'ai arrêté mon VIE en plein milieu. J'avais 2 ans de VIE, j'ai arrêté au bout d'1 an. Parce que je m'apercevais que cette vision de l'industrie du vin, c'est-à-dire cette vision marketing, où clairement on faisait des PowerPoint et des Excel à longueur de journée, ça me suffisait pas. Moi, j'avais cet amour du vin, je voulais toucher le vin, quoi. Et donc, je suis rentré en France, j'avais rien. Et j'ai été recruté par Nicolas, dans la chaîne de cavistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de ce que eux proposent, comme si le vin, c'est pas le débat, je pense. Mais ça m'a permis d'avoir un entre-deux. C'est-à-dire, on était quand même au sein de l'entreprise, on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Donc, on avait ce statut, ils disent toujours, ces statuts mandataires non salariés. Ils sont les seuls avec Casino, je pense, à le faire. Enfin, Feu Casino. Même s'ils sont pas mal décriés. Mais du coup, on était quand même sous l'égide d'une hiérarchie, d'un siège qui nous disait quoi faire, qui nous disait quoi vendre. Et on avait quand même aussi cette liberté d'être tout seul en boutique, de gérer sa boutique. Personne n'était là avec nous pour faire la vente, pour mettre en avant la boutique. Et donc, c'était un statut assez hybride dans mon expérience de mi-salariat, mi-entrepreneur, mi-caviste seul. Et ça a été assez formateur. Voilà, je pouvais pas ouvrir quand je voulais, mais j'avais une certaine liberté d'action au sein de la boutique qui me permettait de voir le verre à moitié plein. Avec le jeu de mots. Ouais, exactement. Avec le beau jeu de mots. Exactement. Ouais, c'est un sas en fait entre deux. C'est vrai que le statut il est intéressant parce que t'es pas jeté dans le grand bas tout de suite, t'as pas toute cette phase de construction, exactement. Etc. T'arrives, t'as déjà l'outil de travail. Oui. Et après, tu peux voir si c'est fait pour toi. Après, la boutique, on l'a fait fonctionner tout seul. Mais voilà, c'était un bon entre-deux, à début 2019. Et comme j'avais rencontré donc mon ex-associé au sein de chez Nicolas, lui aussi tenait une autre cave. D'accord. On s'était rencontrés comme ça et tous les deux, comme on avait sympathisé et qu'on savait que l'un et l'autre, on voulait se lancer à notre compte, et bon, on a sauté le pas comme ça, en fait. Lui voulait au départ une boutique. Moi, je voulais le bar à vin. Et du coup, on a fait d'abord le bar à vin et ensuite, on a fait la boutique. Voilà. Ouais, vous avez démarré uniquement sur le bar et après vous avez ajouté la partie épicerie. En fait, on a surtout ouvert un autre local. D'accord. À côté, un autre local. Pas très très loin, à 50 mètres, pendant l'été du Covid. On a fait mars 2019, mars 2020, une année de bar, le Covid qui est arrivé, et nous on en a profité pour ouvrir le local de la boutique, parce qu'on était magasin essentiel. À l'époque, les cavistes, c'était magasin essentiel. Ah oui, ok. Donc, on avait le droit d'ouvrir et on s'était dit, quitte à s'endetter, quitte à perdre de l'argent, autant ouvrir une boutique qui va en faire. Et donc là aussi, on s'est, si je peux me permettre de dire, assez couillu de se dire, tout est fermé, mais nous, on va ouvrir un business pendant qu'il y a le Covid, quoi. Mais ça a été une très, très bonne décision, quoi. Ouais, d'aller à contre-courant. Et à ce moment-là, tu ressens t'as une crainte particulière ou non? Vous êtes tous les deux, vous êtes dans votre énergie et vous y allez à fond? On était très confiants, quoi. Ouais, très confiant parce qu'on savait que de toute manière la consommation de vin avait explosé. Oui, il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Ouais, et puis à l'époque en 2020, il n'y avait pas tant de cavistes que ça dans le quartier où on était. Et ça nous a permis de rester à flot, de pouvoir payer aussi les salariés du bar. On avait pris un tout petit PGE, je me souviens, on avait pris même pas 10 000 euros. Et ça nous a permis justement de pas aller dans l'excès sur ce genre d'aide qui ont, on le voit, qui ont plombé aujourd'hui énormément d'entrepreneurs qui ont fait faillite à cause de ça. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pris peut-être plus que ce qu'ils auraient dû, qui l'ont cramé. Ouais. Et après, quand le moment vient de rembourser, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne, c'est compliqué. Mais non, du coup, ça nous avait permis de faire les dépenses au minimum et justement d'engranger un maximum de cash flow très rapidement. Et donc, ce qui t'a mené ici, en fait, finalement, c'est ce switch entre, quand tu es en master, entre le droit et le vin. Je sais pas, c'est venu dans ma tête. Ouais, j'allais dire, c'est quoi? Dans ta personnalité, c'est une envie de partager, d'aller vers le vin, en fait. L'envie de partager, elle s'est aussi concrétisée avec l'enseignement que je fais en école aujourd'hui. J'adore ça.
J'adore ça parce que je trouve qu'être entrepreneur, si c'est pour garder tout pour soi-même et pas, on va, entre guillemets, de faire partager son expérience à des étudiants qui aujourd'hui sont des futurs entrepreneurs, hein, pas tous, hein, mais beaucoup ont cette envie-là. Et moi, j'adore ça, j'adore me dire que ça peut être utile et que c'est surtout aussi un moyen, moi, de faire autre chose. Je pense qu'intellectuellement parlant aussi, quand on est entrepreneur, de faire plusieurs choses si on le peut. Voilà, ça permet de souffler, je trouve, et ça permet surtout de s'enrichir et de se diversifier, quoi. Ouais, puis mentalement, c'est un peu challengeant, tu sors un peu de ta zone de confort, Ouais, tu ne te reposes pas sur tes je me suis remis à faire des PowerPoint, je me suis remis... Tes premiers amours. Exactement, ouais. Je me suis remis à bosser pour quelqu'un d'autre, hein, parce que je bosse pour l'école, hein, je bosse pas, même si je facture à l'école, je fais pas ce que je veux. Ça fait du bien de revenir un peu à ça de temps en temps, mais tout en étant libre. L'école me fait entièrement confiance sur ce que j'enseigne, en tout cas sur le contenu. Ouais, puis c'est un peu un cercle vertueux, parce qu'on conseille souvent aux entrepreneurs qui se lancent ou qui veulent se lancer d'échanger, de contacter un maximum d'entrepreneurs, donc de prendre de la valeur. Et après, une fois que tu as pris cette valeur, tu l'as utilisée pour pouvoir la rendre à d'autres. Et c'est ça qui fait que la boucle, entre guillemets. Ouais. Et puis pour revenir à comment je suis arrivé à switcher sur droit, commerce, vin. Moi, j'ai fait, sportivement parlant, j'ai fait du judo de mes 6 ans, mes 18 ans. Et en fac, j'ai commencé le rugby. On va pas se mentir, le rugby, c'est aussi beaucoup de bouffe à côté, beaucoup de dîner. Je vais pas parler des 3e mi-temps, mais c'est pas le sujet. Mais il y avait vraiment avec les potes du rugby, on avait vraiment, c'est tous des bons vivants, quoi. C'est tous des gens qui aiment la gastronomie française. Et ça, honnêtement, tous les week-ends, je l'avais en tête et j'avais ça comme expérience. Et je pense que c'est venu un peu comme ça, l'amour du vin. C'est venu petit à petit. J'avais aussi un oncle qui avait une cave extraordinaire. Ça m'a émerveillé. Et puis, la caverne d'Ali Baba. Ouais, et puis le vin, il y a ce côté patrimoine, il y a ce côté aussi richesse, on va dire, culinaire, richesse gastronomique. C'est de la transmission. Au sens noble du terme, c'est des paysans qui travaillent la terre pour nous transmettre un savoir-faire au travers d'un produit, quoi. Et ça, je trouve ça, moi, ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours touché, ce symbole de transmission de la terre à l'humain. Voilà, sans faire trop de prosélytisme, je trouve qu'on devrait tous avoir cette volonté de vouloir transmettre à un moment donné. Et je trouve que le vin avait vraiment ces vertus-là, quoi. Ouais, complètement. Je suis assez amateur de vin, alors du coup, pas du tout dans tes niveaux de connaissances, mais j'aime bien boire du vin, savoir ce que je bois, boire du bon vin. Et je trouve ce qui est aussi hyper important, c'est t'as la transmission et t'as aussi ce partage. Je trouve que ça n'a rien à voir quand tu bois un vin juste comme ça, mais quand tu prends le temps de le partager avec des gens qui comptent. Une bonne bouteille, presque ça amplifie en fait le plaisir que tu prends, de partager le moment avec quelqu'un. C'est sans commune mesure. Et puis, j'ai jamais aimé boire pour boire, ça m'a jamais plu. Mais j'ai toujours eu cette appétence pour comprendre ce qu'on mange, comprendre ce qu'on boit. Comme j'avais cette appétence-là, je pense que voilà, me mettre dans le vin, ça faisait sens, quoi, avec ce que j'aimais, tout simplement, quoi. Ouais, t'as réussi à aligner ce que t'aimais, tes valeurs, avec à l'exprimer dans un domaine professionnel. Et maintenant, d'enseigner ou faire des cours d'œnologie, comme je le fais. Alors oui, on est entrepreneur, on va parler aussi d'argent. Ça a aussi un gros impact financier. C'est des services que je fais qui sont très bien facturés. Mais en plus, il y a ce plaisir de transmettre à des gens qui, 15 ans auparavant, étaient à ma place, quoi. Enfin, je veux dire, moi, 15 ans auparavant, j'étais à leur place. J'étais à leur place. Et je trouvais ça formidable d'avoir les profs à l'ISC qui étaient des professionnels et qui nous transmettaient ce qu'eux vivaient et leurs 15-20 ans d'expérience. Voilà, donc je trouve ça, moi, j'adore. Ouais, c'est le gros côté positif de certaines écoles de commerce et en général du modèle école de commerce, c'est que c'est souvent des intervenants professionnels qui ont une expérience à partager. À l'INSEC, c'est que des professionnels. Ouais. Et je trouve que c'est un plus pour les étudiants. Je dis pas que les enseignants qui n'ont fait que de l'enseignement n'ont pas de valeur ajoutée, mais je trouve qu'il y a un petit plus, surtout quand moi j'ai affaire à des étudiants qui sont en alternance. Pratiquement 100% de ceux à qui j'enseigne, ils sont tous en alternance. Donc en fait, ils ont déjà cette vision très professionnalisante de leurs études. Donc de leur donner en plus un professionnel qui sait de quoi il parle en face, voilà, ça apporte plus d'enrichissement complémentaire. Plus de texture et plus de valeur à ce qu'ils apprennent, quoi. Tu disais tout à l'heure, quand tu t'es lancé, financièrement, c'est forcément quand tu te lances, c'est pas évident. T'as ton épouse qui a beaucoup soutenu, tu disais à ce moment-là.
Ça a été quoi pour toi le rôle au global de ton entourage dans la réussite de tes projets ou même dans le fait que tu te sois lancé, au-delà du plan financier? Le premier rôle, c'est surtout le rôle de mes parents. Quand je leur ai dit que je veux monter un bar, un restaurant, ils m'ont jamais dit non, ils m'ont jamais dit attention, ils m'ont dit ok, tant que tu te donnes à fond, vas-y. Ils m'ont pas dit non plus quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, on sera là pour toi. Je pense qu'ils me l'ont pas dit. Je savais qu'ils seraient là pour moi quoi qu'il arrive, mais ils m'ont juste dit vas-y, fais-le. Donne confiance. Donne-toi à fond. Ouais, ils t'ont témoigné de la confiance. T'as le droit d'échouer et c'est pas grave. Et au contraire, c'est même mieux parfois d'échouer. Mais ouais, ils m'ont fait carrément confiance. Et à l'époque où je me suis lancé, donc j'étais avec ma copine qui est devenue ma femme. Donc il n'était pas question de lui dire tu vas m'aider financièrement. Il y a eu le chômage qui a pas mal aidé. Mais après, oui, même après le chômage, l'activité elle est lancée, mais il faut du monde. Donc mon associé et moi, on se payait à peine plus que certains de nos salariés. Parce que voilà, on voulait pas non plus écraser les charges de l'entreprise et on voulait que on avait eu le Covid entre-temps en plus. Donc on s'était dit, voilà, l'entreprise elle est stable, mais elle est fragile. Mais oui, heureusement que ma femme était là après financièrement, moralement aussi, parce que pendant quelques années, j'étais des semaines entières où je la voyais pratiquement pas. En travaillant au bar, au restaurant le soir, on faisait que des services du soir, donc j'y étais à 14h, 14-15h, et je revenais à 2h du matin. Ouais. Donc, tu te croises en fait ouais, encore quoi. Le matin, peut-être. Un peu le matin. À l'époque, on avait que notre fille, donc ma fille, si je fais le calcul, sur 2 années complètes, je l'ai vue 6 mois de l'année à chaque fois. Alors, il y avait les week-ends évidemment, mais le matin, elle partait à la crèche avec ma femme, moi je dormais un petit peu, un peu plus, un petit peu plus, et le soir, je rentrais, elle était déjà couchée, quoi. Donc il y a aussi elle a tenu, c'est surtout ça, moi je lui tire mon chapeau, elle a tenu, on va dire, pendant 2 ans, en me soutenant, en prenant sur elle, de pas pouvoir me voir, de pas pouvoir sortir aussi, aller voir des potes et se dire, bon, Florian, il reste à la maison, il s'occupera de notre fille. Ouais. Voilà. Après, quand il y a eu le deuxième, elle m'a dit, voilà, si tu veux un deuxième enfant, il n'y a plus de restaurant. Puis après, on en avait marre de travailler le soir. Ça a réadapté un peu l'activité. Ouais. Voilà, on a vendu le restaurant, justement. Ouais. On l'a vendu, et aujourd'hui, c'est un restaurant gastronomique. On a vendu le bar à vin, c'est pas un restaurant, c'était un bar à vin. On servait des tapas, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu un restaurant gastronomique qui fonctionne très très bien. Acme. Ça s'appelle Acme, 16 rue de l'Asile-Beaupincourt. Voilà, je leur fais une petite pub. Okay. Je sais pas si j'ai le droit. Mais voilà, en tout cas, ce qu'ils font, c'est génial. Et donc, du coup, non, on a vendu le restaurant parce qu'on s'était dit que c'était plus gérable pour nos vies perso. Et voilà, malgré tout, nos épouses respectives nous ont soutenus. À la fois financièrement, oui, c'est un détail qui compte, mais c'est quand même un détail. Mais c'est surtout, elles nous ont soutenus psychologiquement. Ouais. Et puis, elles ont pris sur elles. Elles ont pris sur elles parce que voilà, que ce soit l'une ou l'autre, 6 mois de l'année, elles nous voyaient pratiquement pas. En tout cas, 6 mois de l'année sur des périodes de travail, quoi. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de réussir à tirer aussi de l'énergie et du soutien de ses proches. Ouais. Ça peut aider. Et est-ce que toi, grandement aidé d'ailleurs, est-ce que toi, tu t'en rends compte à ce moment-là des sacrifices ou de la difficulté que ça peut être pour l'entourage ou pas spécialement? Non, parce que nous, on a la tête dans le guidon. En fait, nous, tout ce qui nous intéresse, et ça, on peut pas nous en vouloir, en tout cas sur le moment, parce qu'on a la tête dans le guidon. Nous, tout ce à quoi on pense, c'est pérenniser l'entreprise, faire en sorte que qu'elle fonctionne. Je pouvais pas. Les clients, ils viennent aussi pour nous. Hein, parfois, ils viennent pour ceux qui ont créé l'entreprise. Donc, il fallait qu'on soit là vis-à-vis des clients, et il fallait qu'on soit là surtout pour que ça fonctionne. Donc, quand on est dedans, en fait, on comprend pas forcément que parfois, à un moment donné, elle puisse nous faire des reproches, parce qu'on se dit, mais bon, moi, je te dis rien pour ton travail. Sauf que son travail implique pas forcément les mêmes sacrifices. Voilà, exactement. Mais oui, avec le recul et a posteriori, on s'aperçoit que avoir des gens qui nous soutiennent dans ces conditions-là, c'est primordial. C'est primordial. J'aurais été tout seul, peut-être sans enfant, sans rien du tout. J'aurais fait les choses différemment. J'aurais vu aussi les choses différemment, mais en tout cas, la vie de famille n'est pas incompatible avec la vie d'entrepreneur. Ouais, c'est surtout ça qu'on peut retenir. Non, mais honnêtement, il faut faire les choses intelligemment. On a beaucoup discuté aussi avec ma femme sur comment on voyait les choses par la suite, même au moment où ça se passait, comment on pouvait améliorer certaines choses vis-à-vis de son confort et vis-à-vis des sacrifices qu'elle faisait. Donc en fait, on a toujours discuté, on a toujours mis les choses à plat.
Et voilà, ça s'est fait de manière intelligente. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des tensions, mais ça s'est fait de manière intelligente et au final, d'avoir eu son soutien. Mais après, j'imagine que quand on est en couple, on est au soutien de l'autre. Moi, je serais ravi de faire. Enfin, si un jour elle se met aussi à son compte, je serais le premier à faire les sacrifices qu'elle a fait, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est surtout la communication et la transparence que vous avez eu l'un envers l'autre, c'est de mettre les choses à plat tout le temps, de bien communiquer. C'est pas un frein à la situation, c'est juste de comment on le communique et on prend en compte aussi les attentes et les besoins de l'autre. Ouais. Que ce soit entre associés ou en couple, il faut dire les choses. Et en plus, moi, je suis plutôt un taiseux. Moi, j'emmagasine et au bout d'un moment, j'explose. D'accord, ok. Voilà. Oui, t'es pas dans la communication permanente. Voilà. Si j'avais à retenir, on va dire, une des plus-values de cette expérience d'entrepreneur, c'est le fait que ça m'a obligé à communiquer et à dire les choses, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, oui, on peut pas tout garder pour soi, quoi. C'est compliqué. Sinon, t'exploses en vol. Ouais, et pour toi, pour ton entourage. Ça affecte tout le monde, quoi. Ça affecte tout le monde. Mais oui. Et honnêtement, aujourd'hui, non, je le vois, moi, alors j'ai un peu plus évolué. L'enseignement que je fais en école de commerce aujourd'hui donc, me rapporte pas mal d'argent. Mais ça a été possible parce que j'ai commencé le bar. C'est un client du bar et de la cave ensuite qui, lui, y était déjà et qui m'a fait rentrer justement dans cette école-là. Oui, une continuité, une imbrication. La première, l'activité bar à vin a nourri l'activité ensuite enseignant. Exactement. Ça se construit brique par brique. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Hein, si on peut aussi conseiller aux autres, c'est prendre son temps, même si voilà, on a eu 3-4 ans de galère, que ce soit à la fois financière, que ce soit à la fois de pérenniser une entreprise, de la structurer, et puis d'en lancer une autre. Voilà, ça prend du temps. Moi, quand j'entends les gens qui disent au bout d'1 an, 2 ans, c'est bon, on fera. Non, il faut plus de temps. C'est trop court pour avoir un. Bien sûr. Là, je vois le restaurant qui nous a racheté, en tout cas les 2 personnes qui ont racheté pour faire le restaurant. Ils sont aujourd'hui pérennes au bout de 2 ans et demi, quoi. Et eux ont cravaché, j'ai l'impression, plus que nous. Parce qu'ils ont repris un restaurant, ils ont repris un fonds de commerce qui n'avait. Alors certes, c'était un bar à vin, mais qui, par rapport à ce que voulaient faire eux, c'était pas la même clientèle, c'était pas la même cible. Donc, ils ont dû cravacher doublement parce que à la fois ils ont perdu la clientèle qu'il y avait localement, et ils ont dû en reprendre une autre, en refidéliser une autre. Donc ça a été assez compliqué pour eux. Mais voilà, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ils commencent à se payer. Et pourtant, on peut rentrer chez eux, c'est plein tous les soirs. Et on se dit, mais ça cartonne. Et non. Tous les investissements de départ, il faut les rembourser, quoi. Ouais, c'est ça. Patience et résilience. Exactement. Ouais, il faut être patient. Ce que je ne suis pas. Ouais. Alors, j'étais pas patient. J'étais nerveux. J'étais taiseux. Et l'entrepreneuriat m'a fait beaucoup de bien vis-à-vis de ça. Je pense aussi c'est un peu un travail sur soi-même, l'entrepreneuriat. C'est au bout d'un moment, si on n'est pas capable d'évoluer ou de changer, de se changer, même si on a l'envie, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, quoi. Oui, ton business t'impose à certaines étapes de faire des introspections. Ah, clairement. Et tu es obligé d'évoluer, sinon tu restes dans le mur, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien aussi. C'est la vie qui te l'impose, quoi. Ouais, je pense que l'entrepreneuriat, à la différence du salariat, va chercher en vous beaucoup plus loin. En tout cas, on va creuser en soi beaucoup plus loin parce qu'on se dit on est notre seul outil de travail et que si l'outil de travail qu'on est défectueux, pour telle ou telle raison, hein, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'investir, là, il n'y a rien qui fonctionnera, quoi. Donc, c'est une belle leçon aussi de se dire que l'entrepreneuriat vous change, entre guillemets, dans de bonnes conditions, mais vous fait faire un travail d'introspection assez important, quoi. Après, si on n'est pas prêt à le faire, on n'est pas prêt à le faire, hein. Mais si on veut aller au bout des choses, il faut le faire. Et c'est vrai que c'est pour ça que tu as de plus en plus cette prise de conscience de prendre soin de soi, du bien-être, du développement personnel chez les entrepreneurs. Parce que c'est exactement ce que tu disais, c'est que tu es toi-même ton propre moteur et ton propre outil de travail dans ta société. Si toi, tu vas pas bien, ça empathie sur ton business. Bien sûr. Et une des bonnes façons d'augmenter son business, c'est pas forcément des fois de travailler sur la prospection, de la communication, etc., mais déjà de travailler sur soi. Et après, tu peux trouver des clés. Je trouve qu'on est... je suis pas le même il y a presque 6 ans maintenant, quand j'ai commencé. Je serai pas le même dans 5-6 ans. Mais j'aime bien la manière dont j'évolue.
Ça me plaît en tout cas. C'est le plus important, si tu es aligné Ouais. avec la personne que tu es aujourd'hui. Je me déteste pas le matin en me regardant dans le miroir. Ah, super, ce serait dur sinon. Non, ça serait très dur. Non, et puis je pense que mon expérience a plu donc du coup à ces 3 associés qui ont été attentifs, qui m'ont regardé, parce qu'il y a un des associés, c'était un client aussi, qui est devenu un ami, donc qui ont aimé la manière dont je travaillais, la manière dont j'avais ma vision en tout cas du travail et de l'entrepreneuriat et du business du vin, donc ils m'ont rejoint dans cette nouvelle aventure. Et pareil, le client qui m'a fait rentrer à l'école pour l'enseignement, il y avait sûrement quelque chose qui lui plaisait en moi, qu'il a vu et qui s'est dit mais je pense que je n'aurais pas commencé, je me serais pas lancé, ces choses-là ne se seraient pas vues en moi et j'aurais raté certaines opportunités de vie, quoi, je pense. C'est certain. Et puis de toute façon, c'est des actions que tu fais aujourd'hui qui t'ouvrent aussi des portes et qui te mènent à des opportunités demain. Bien sûr, ouais. Et donc ça rejoint aussi l'histoire de la patience, de dire bon, je travaille sur moi, je travaille sur mon business maintenant, et après je fais preuve de patience et comment dire, la vie va m'amener ces opportunités-là. Ouais, moi je me suis fixé comme objectif personnel d'être mûr professionnellement à 40 ans. Et donc dans quelques années, c'est-à-dire mûr, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vision claire et précise de ce que je veux, de les avoir en tout cas mis en place, ces objectifs-là, de les avoir réalisés. Et là, je suis sur le bon chemin, donc j'ai encore 4-5 ans, plus 4 ans que 5. 5 ans, ouais. 4 ans, je vais pas me mentir, mais non, il me reste 4 ans. Mais en tout cas, je m'étais dit voilà, qu'à 40 ans, je voulais être mûr professionnellement au sein de l'entrepreneuriat et d'avoir fait ce que je voulais faire et d'avoir des entreprises qui fonctionnent et d'avoir touché à plusieurs métiers de manière positive et efficace. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en 2019, j'avais c'était combien de temps, il y a 5 ans, donc j'avais 30 ans. 30 ans, ouais, c'est ça, j'avais 30 ans en 2019. Moi je me suis dit voilà, je me donne 10 ans au moment où je commence l'entrepreneuriat pour me donner, on va dire, ce temps-là pour atteindre mes objectifs et cette maturité professionnelle. La maturité professionnelle, quand tu te dis ça à 30 ans, tu la définis clairement en disant voilà comment concrètement ça se traduirait. Tu sais, on parle souvent d'objectifs soit SMART ou d'OKR, etc., d'objectifs clés qui te permettent, mesurables en tout cas, qui te permettent de dire bon, j'ai atteint, j'ai pas atteint. Je pense qu'il y a certains outils de mesure en effet au niveau du salaire. On va pas se mentir, je m'étais dit voilà, j'aimerais d'ici 40 ans avoir ce salaire-là de manière, on va dire, régulière, parce qu'on sait très bien que ça fluctue quand on est entrepreneur. Ce salaire-là, d'avoir ouvert tel ou tel business, même si je les ai revendus derrière, d'avoir touché à tel ou tel business. Donc voilà, c'était ça. Et puis après, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, c'est-à-dire une certaine satisfaction personnelle, un certain sentiment du devoir accompli, entre guillemets. Ça, on ne peut pas vraiment le mesurer. Je pense que c'est propre à chacun. C'est un ressenti que tu as sur le moment. C'est propre à chacun. Et là, je pense que je suis sur la bonne voie et que oui, les 4-5 ans qui me restent, en tout cas sur l'objectif que je me suis donné, si ce n'est pas 40 ans, ça peut être 40 ans. Mais voilà. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je subviens aux besoins de la famille. On a réussi à acheter un appartement avec ma femme. On ne va pas dresser un tableau noir non plus. Oui, non, bien sûr. Mais non, au contraire, on y arrive très très bien. Après moi, mes objectifs personnels, je m'étais donné 10 ans. Ok. Pour les atteindre. Bah, écoute, voilà. Je te souhaite c'est gentil. des atteindre dans les 4 prochaines années. Avant de passer à la suite, je te propose de passer sur un jeu pour changer un peu qui va prendre la forme d'un quiz justement sur le domaine du vin. Oui, il faut pas que je me doute. Ouais, c'est ça, c'est qui tout double. Alors du coup, soit ça va être trop facile les chiffres que j'ai choisis, soit au contraire, on va voir ça. J'ai pris une étude assez récente qui date de février 2024, qui a été faite par Vin et Société en partenariat avec le CNIV, qui est le Comité national des interprofessions de vin, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu sais le nombre d'ETP, donc d'équivalents temps plein, que représente le secteur du vin en France, justement du coup en 2023, sur 2023? Je n'ai aucune idée. Ouais. C'est pas des chiffres que j'étudie moi. Je sais que en revanche, à l'export, des secteurs comme le champagne ou comme le vin en général, c'est un des premiers secteurs bénéficiaires pour la balance commerciale française. C'est le 3e précisément. Dans l'étude aussi. Un des premiers, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment aussi une industrie qui est moteur en termes d'emploi, en termes de richesse créée, et qui est surtout
diverses. On peut tout faire dans l'industrie du vin. Que ce soit de la création agraire, entre guillemets, jusqu'au marketing, jusqu'aux médias, jusqu'aux réseaux sociaux. C'est hyper transversal. C'est hyper transversal. Et c'est là où je me dis, c'est pour des gens qui savent pas vraiment quoi faire, se mettre dans l'industrie du vin, on peut tout faire. Mais je n'ai pas les chiffres des temps pleins, entre guillemets. Je suis un peu de la langue de bois politique, mais je tourne autour du pot sans y aller. Je n'ai pas ces chiffres-là. Non. Je te le donne, c'est 440 000 en France, salariés ou du moins équivalent temps plein, parce que du fois tu peux être... Tout secteur confondu. Alors, toute la filière, production, négoce, distribution. Je suis pas sûr que ça intègre toutes les parties annexes, tu sais, communication, marketing, agence spécialisée. Mais en tout cas, sur toute la partie qui touche à la filière vin, production, négoce, distribution, c'est 440 000 ETP / emploi en France. Voire même un peu plus, que c'est que des ETP, donc c'était en mi-temps. Et comparé à d'autres industries, on a le... Alors là, c'est toi qui mets de colle. Il fallait bien que je me retourne quand même. J'ai anticipé, bien joué, belle pirouette. Non, mais nous, on le voit entre guillemets à notre petite échelle, même si on voit la tendance actuelle aussi de consommation, c'est qu'on consomme de moins en moins en France, mais on consomme mieux. C'est-à-dire que les gens sont enclins à payer un peu plus, moins souvent, mais le panier moyen a quand même un peu augmenté, en tout cas sur la moyenne des ménages, la moyenne de la consommation. Donc au final, on consomme moins en termes de quantité, mais mieux en termes de valeur. Quelque chose que tu as senti, toi, directement dans ton... Nous, on l'a senti, oui, en termes de fréquentation, mais en termes de chiffre, comme le chiffre d'affaires s'est maintenu, on a eu moins de fréquentation, mais avec un chiffre d'affaires quasi similaire. Forcément. Donc forcément, on a en tout cas un panier moyen qui augmente. Et là, je regardais les chiffres, en tout cas sur Plus de Bulles, un site qui est un site internet de vente de champagne uniquement, qui est assez, on va dire, positionné, en tout cas très ancré dans le paysage de vente de vin et de vente de champagne. Il a publié une étude justement où on montrait que même vis-à-vis du champagne, on avait une consommation qui baissait, en volume en tout cas. Je crois qu'on était à 8 ou 9% de baisse par rapport à l'année dernière, quoi. Ce qui est quand même assez drastique, quoi. Mais bon, après je pense que... Si c'est pour consommer mieux... Si c'est pour consommer mieux, mais c'est surtout qu'aussi il y a d'autres types de consommation maintenant. Vous avez, on fait la différence, la bière qui prend énormément de place, beaucoup aussi de gens qui consomment pas d'alcool maintenant, moins d'alcool. Oui, il y a aussi des phénomènes de prise de conscience, je pense, de génération aussi. Je pense qu'on regarde là où on veut regarder, quoi. Bon, on va pas faire un débat, mais je veux dire, oui, l'alcool, est objectivement un produit qui peut nuire à la santé si on le consomme de manière exagérée et à l'excès. Mais par rapport à d'autres types de produits, je pense qu'on en est loin. Donc oui, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie quand les gens disent le dry January et qu'on les voit tous bouffer dans les fast-foods ou fumer comme des pompiers. Oui, c'est clair. Moi, je trouve que c'est pas très équilibré comme façon de penser. Mais bon, voilà, après... Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que... Ouais. J'ai toujours dit, moi, je suis pas un adepte non plus de boire très souvent et bizarrement, je bois pas beaucoup par rapport au métier que je fais. Par rapport à, comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais je bois pas énormément. En revanche, oui, quand je bois bien. J'aime bien en qualité, j'entends. Et j'associe régulièrement la boisson avec la nourriture. Vous ne me verrez jamais assis à une terrasse de café à boire pour boire. Avec des potes ou pas, hein. C'est pas mon truc, ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai des amis qui tiennent un bar à vin dans la ville d'où je suis originaire, dans les Ardennes. Et on en discutait il y a quelques semaines, 2-3 mois, c'était en fin d'année 2024. Et qui, justement, elle me disait, avec le bar à vin, autant elle buvait pratiquement pas avant, elle s'est rendue compte qu'elle buvait pratiquement tous les soirs, avec les clients, etc., un peu de charcuterie, etc. Et puis, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, elle a eu une prise de conscience en se disant, mais ok, là, je suis un petit peu dans l'excès. Et en fait, elle essaye aussi, un peu comme tu disais, de réduire et de se dire, je bois plus forcément tous les jours, mais ça doit pas être évident forcément quand tu es dans c'est sûr que cette industrie. Ouais, même quand on était au bar à vin, donc derrière le comptoir, oui, on buvait. Mais nous, on a toujours forcé les clients à manger, quoi qu'il arrivait. Après, on avait fait le choix de ne pas acheter de licence 4 non plus, et de licence 3. Pour ceux qui se demandent ce que c'est une licence 4, ça te permet de
servir à boire aux clients tous les degrés d'alcool, la licence 4, sans qu'on puisse les obliger à manger. La licence 3, c'est tous les alcools jusqu'à 18 ou 19 degrés, sans les obliger à manger. Si on n'a pas de licence, nous on avait juste une licence restauration, c'est-à-dire qu'on doit servir à manger aux gens. Voilà. Et nous, on s'était forcé à faire à manger. Et donc du coup, moi j'ai toujours eu dans mon expérience professionnelle de boire en mangeant. Et de pas boire pour boire. C'est pas un bar, quoi. C'est un bar à vin et on mangeait. Mais tu manges avec. Ok. Top. Deuxième chiffre, ça reboucle sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça fait partie du patrimoine français, le vin. Sur les sondés, quel pourcentage de Français pensent que le vin fait partie de l'identité culturelle de la France? Je dirais 75%. 96%. Ah bah voilà. Ouais, mais je pense que c'est collé à notre identité et puis c'est tant mieux. Moi, c'est très bien, moi j'adore. C'est du patrimoine. Il y a certains vignobles, ils sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Vous avez les climats de Bourgogne qui font partie du patrimoine. Alors, je pense que c'est plutôt immatériel, mais c'est quand même reconnu comme déjà un savoir-faire et puis une identité propre. Hein, je pense que si on s'adresse aux Italiens ou aux Espagnols, c'est pareil, le vin, ça fait partie de leur identité. Oui. Puis de toute façon, c'est les 3 premiers producteurs et consommateurs en Europe. Donc, non, clairement, oui, ça m'étonne pas. J'avais mis, je me dis 75%, peut-être un peu plus pessimiste, mais non, 96%, c'est très bien. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu as quand même beaucoup de vignes françaises qui sont exportées dans d'autres pays, donc soit l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Asie. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le vignoble français, il existe, en tout cas, il subsiste, entre guillemets, grâce aux pieds de vigne américains. On a eu, fin du 19e, la crise du phylloxéra, qui était une petite bête, en fait, qui mangeait les vignes. Et un ingénieur agrochimiste français a eu l'idée de faire venir des pieds de vigne américains, donc des porte-greffes, sur lesquels, en fait, le phylloxéra n'avait pas d'impact. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à 95% à peu près, le vignoble français, il est issu de pieds de vigne américains. Après, nous, on a exporté peut-être en effet certains cépages dans d'autres pays, et très certainement. Mais on va remercier les Américains. On doit une partie de notre patrimoine aux Américains, du coup. Okay. Ouais, j'avais pas d'infos. Il existe encore certains domaines qui ont ce qu'on appelle des cuvées francs de pied, donc, où il existe encore des pieds de vigne français, pré-phylloxériques, mais c'est très peu. Voilà. C'est une richesse, mais c'est très peu. Okay. Après, le terroir, c'est bien plus que le pied de vigne. Hein. Le terroir, c'est un climat, c'est un sol, c'est un sous-sol, c'est plein de petits facteurs comme ça. J'ai un dernier chiffre pour boucler sur justement ce dont on parlait, les vignes, le terroir, etc. En nombre de terrains de foot, alors ça va peut-être moins te parler, ça aurait été plus sympa en terrain de rugby. Terrain de rugby, ouais. Là, je ne pourrais pas te répondre. Combien ça fait la superficie de toutes les vignes en France en nombre de terrains de foot ou terrains de rugby? Je ne sais pas si les dimensions sont comparables. J'aurais pu te dire pour la Champagne, en termes de surface du vignoble mondial, la Champagne c'est 0,5% du vignoble mondial, mais c'est 4% en production, en valeur. Ok. Mais l'ensemble du vignoble français, non. Alors, j'ai aussi en pourcentage du vignoble mondial. En France, le vignoble français, c'est 10% du vignoble mondial. Ok. Et ça représente 1 million de terrains de foot. Ah, c'est bien. Pour le chiffre, ça a le mérite d'être très imagé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas foulé un terrain de foot. Voilà, faut me pardonner. Ou peut-être 990 000 terrains de rugby. J'imagine que c'est un peu plus grand, le terrain de rugby. Le terrain de rugby, c'est un poil plus grand, je pense. Je n'ai pas les dimensions en tête. Ok. Bah, écoute, pour finir sur une dernière partie concrète, partage d'expérience. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir transmettre les clés, comment les personnes qui se sont lancées, comment elles se sont lancées, les craintes auxquelles elles ont fait face, comment elles les ont dépassées, mais c'est aussi pouvoir partager, une fois que tu t'es lancé, les premières difficultés. On parle beaucoup de succès et on montre, soit sur les réseaux sociaux, les interviews, beaucoup les réussites. Et une fois que tu es presque au bout du chemin, mais quand tu es au tout début, toi, quelles ont été tes premières complications, tes premières galères, le moment où tu ouvres un an avant le Covid? Au-delà de l'aspect financier, mais nous, ça a été trouvé. Alors, nous, c'est propre à notre industrie, c'est-à-dire qu'on devait trouver un lieu d'exercice. C'était trouver le bon local. Je pense qu'on n'a pas pris forcément le bon local au début. Donc, ça, c'était, on va dire, l'emplacement, c'est la clé.
en tout cas, moi, dans un business physique. Ouais, en tant que commerçant, l'emplacement, c'est la clé. Et je pense qu'on l'a pas aussi bien intégré au début. Donc, ça nous a rajouté beaucoup plus de travail et d'investissement parce qu'en fait, on était dans une petite rue qui était à l'abri du passage. Et ça, on l'a pas intégré au début. Et donc, du coup, on a dû beaucoup plus cravacher pour faire venir les gens dans la rue, quoi. Et donc, je pense que, ouais, bien choisir son emplacement, bien y réfléchir, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Ça, c'est hyper important. Se dire que on peut faire beaucoup de choses tout seul, à la place d'un avocat, à la place d'un comptable. C'est pas le bon, c'est pas forcément calcul. C'est pas forcément la bonne réflexion, parce qu'au final, on s'aperçoit qu'on fait des erreurs. C'est pas notre métier, de toute manière. Donc, même si ça coûte un peu plus d'argent, je conseille toujours maintenant, nous, on donne tout aux avocats, je rédige plus rien moi-même. Au début, je pense qu'il faut s'entourer de professionnels sur ce genre de choses, hein, sur l'administratif, sur la comptabilité, sur le légal. Ça permet de faire fi de certaines mauvaises surprises. Chacun son expertise, chacun son métier. Oui, donc bien choisir son emplacement, bien s'entourer au début. En tout cas, ne pas penser qu'on peut tout faire soi-même dès le début sur certains domaines. Et puis après, avoir dès le début une vision très très claire de ce qu'on veut faire avec son associé. Être franc du collier dès le départ, donner ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Nous, je pense en tout cas, moi, j'ai peut-être pas dit tout de suite, et il y a eu quelques frustrations par la suite. Donc, je pense être dès le départ, dire voilà, ça je le ferai, ça je le ferai pas. En tout cas, au jour où je te parle, je me vois pas faire ci, ça ou autre. C'est pas, on verra. Non. On verra, ça doit disparaître. Pas dans l'entrepreneuriat. Okay. Je pense que ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, parce que c'est des questions des fois pas faciles ou auxquelles tu veux pas te confronter. Tu dis on verra plus tard, mais en fait il faut le faire tout de suite. Bien sûr. Sinon c'est trop compliqué. Et du coup cette histoire de vision, parce que tu peux être tenté de partir tout de suite très vite dans une direction. Pour toi c'est important de travailler un peu quand même cette vision avant de se lancer. Oui, parce que on l'a vu par la suite avec mon ancien associé. Comme je vous disais, moi je voulais faire le bar à vin, lui voulait faire une cave. On a commencé par le bar à vin, mais on a plus ou moins vite senti qu'il y avait une frustration de son côté. Que quand il a fallu travailler le soir seul au bar, il voulait pas le faire. Parce et puis il me disait toujours mais moi je t'avais dit que je voulais faire une cave. Donc il y avait quelque chose comme un non-dit, ou comme je te l'avais dit, mais oui, mais bon, vu que tu t'es engagé avec moi, faut le faire. C'est fait, quoi. Et donc ça, je pense qu'il faut dès le départ dire c'est ça ou c'est rien. Et puis si tu le fais pas avec moi, tu le feras avec quelqu'un d'autre. Puis basta, quoi. Mais il faut réussir à se le dire, et après, comme je disais, pas forcément attendre de se taper dessus pour se séparer. Bien sûr. On s'est pas tapé dessus. Mais même se taper dessus au sens oui, bien sûr. Figuré, il faut mieux éviter. Oui, je pense que là-dessus on y est allé, mais bon voilà. Aujourd'hui tout va très bien, pas de problème, mais je pense qu'il faut être très clair, très très transparent. C'est un aspect très particulier de ma vision d'entrepreneur, parce que moi je suis commerçant avant tout. En tout cas, j'ai commencé en tant que commerçant. Trouver un emplacement idéal, clé. Il faut pas se dire les gens viendront à moi. Oui, complètement. Donc, le conseil pour ceux qui nous écoutent et qui lancent un business physique, l'emplacement, et si tu as un associé en plus, la communication. Ouais, exactement. Et a priori, tu as déjà des fondations qui sont plutôt pas trop mal. Plus solides, assez solides. Après, il y a d'autres choses à maîtriser qu'on ne maîtrise pas, mais je pense que c'est déjà la base. Pour finir, parce qu'on est dans le timing qu'on s'était donné, la toute dernière partie finale du podcast, c'est l'idée de déconstruire un cliché ou une idée reçue, un mythe qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat. Alors, pour être transparent, je me suis beaucoup aidé de l'intelligence artificielle pour essayer de trouver Je trouvais que c'était assez sympa de pouvoir mêler aussi l'intelligence artificielle à ça, pour essayer de ressortir des clichés ou des mythes que les gens peuvent avoir. Il y en a un qui est ressorti que je trouve intéressant et qui peut s'inscrire dans ta situation, qui est un bon produit se vend tout seul ou presque tout seul. Qu'est-ce que tu penses de ça ? On dit toujours dans le marketing, c'est les 5 P. Le bon produit, le bon positionnement, au bon prix, à la bonne personne. J'en oublie peut-être un autre, sûrement. Le bon produit, ça fait pas tout. Il y a d'autres facteurs à mettre, à combiner, en tout cas, avec le bon produit. Si on est au mauvais endroit, qu'on a le bon produit, qu'on n'a pas la bonne cible, personne ne le verra, personne ne te l'achètera. Non. Puis, inversement, si on a la bonne cible mais pas le bon produit, Non, je pense que le bon produit, ça fait pas tout. C'est une des étapes de ton offre. En tout cas, de l'offre, quel que soit l'entrepreneur, il va avoir une offre, un positionnement, une image, une cible, un marché donné.
et il faut que tout ça soit aligné. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire évoluer son produit, puisque de toute manière, les marchés évoluent, les tendances évoluent, les besoins évoluent, les cibles évoluent. Donc, il faut toujours que les bons éléments soient alignés au bon moment, mais uniquement le produit, ça ne fait pas tout. Pour boucler sur ce que tu disais, c'est vrai que les retours et les informations et les ajustements que tu peux faire sur ton produit, tu les as en te mettant en action, en allant interroger ton marché directement. Ouais, bien sûr. Et en écoutant les retours. On a toujours moi j'ai toujours en tête ce que j'appelle le feedback loop. C'est pas moi qui l'appelle, mais c'est ce qu'on appelle le feedback loop, où on a la vision stratégique, on a le management opérationnel, qui met en place le management stratégique. Ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on ajuste. Et voilà, c'est toujours ce cercle-là qu'il faut mettre en place. Et puis après, le feedback, on l'a par les clients, par les revenus, ça se mesure de différentes manières. Mais toujours être à l'écoute. Aussi la boucle Lean, je ne sais pas si tu as lu ce livre Lean Startup. Non. Et dedans, c'est la boucle Lean, c'est produire, mesurer, apprendre. Oui, c'est exactement ce que tu dis en d'autres termes. Mais ils disent plus ou moins tous la même chose. C'est ça, avec des mots différents. Et puis bien sûr. Je pense qu'on est toujours dans le besoin d'apprendre, pas forcément sur son produit, mais sur l'état du marché. Parce qu'on peut avoir, comme je disais, on peut avoir un bon produit à un moment donné et se dire qu'on n'est pas attentif, on a le marché qui évolue, on a la cible qui évolue. Et si on est, on va dire, coincé dans certains paradigmes qu'on a ou certaines visions, si on n'est pas prêt à changer, prêt à évoluer, on n'y arrivera pas. De toute façon, c'est le marché qui a raison à un moment. Enfin, c'est tes clients qui consomment. Malheureusement, c'est toujours le marché qui a raison. Ok, écoute, merci beaucoup Florian, en tout cas pour le partage. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut alors soit souhaiter, ou est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus ou sur tes nouveaux projets dont tu me parlais? Alors nous, le prochain projet qu'on a, sauf ceux qui vous écoutent sont étudiants, je les retrouve en cours. Ouais. Pour les autres, d'autant plus s'ils étudient à l'INSEC. Exactement, d'autant plus s'ils étudient à l'INSEC. Et pour les autres, la prochaine cave à vin qu'on ouvre, ce sera à Chatou. Chatou, donc, est une ville des Yvelines qui est sur le RER A. Voilà. Et donc là, le but, c'est d'ouvrir une cave à vin classique. Voilà. Après, on a le Instagram, la cave de Chatou, tout simplement. D'accord, qui est déjà lancé. Oui, en fait, j'ai... T'as renommé le compte. Ouais, exactement. J'ai repris mes anciens. Donc, la cave de Chatou. Et puis voilà, on a le site internet qui fonctionne, mais tant qu'on n'a pas ouvert la boutique, on ne le met pas en mode marchand. De toute façon, d'ici que le podcast sorte, on le mettra peut-être en description. Exactement, ouais. Ok, écoute, beaucoup de réussite dans ce projet. Merci à toi aussi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là et à bientôt sur un nouvel épisode. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de streaming de ton choix et à nous laisser un avis. Tu peux aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Ça nous aide énormément pour le développement du podcast. Merci encore pour ton écoute et à bientôt dans une prochaine transmission.